Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bon mardi, Claire. Bonjour, Yves. Beaucoup de pain sur la planche ce matin, hein? Beaucoup de pain sur la planche avec un beau soleil. Ça nous donne l'énergie pour y aller. Oui. Écoute, tu as eu une rencontre avec le CESAP ce matin, Claire? En fait, depuis le début de la pandémie, la conférence des préfets et le CISAT, on se rencontre deux fois par semaine. 2 fois par semaine. Okay. Et une de ces fois-là, c'est aussi avec la Sûreté du Québec et la Sécurité civile. Et ce matin, on avait une rencontre, comme habituellement, et on a posé plusieurs questions que nous adressent aussi nos citoyens. Alors, la première des questions, c'est la fameuse pétition qui circule actuellement pour maintenir la région fermée. Les décisions qui sont prises actuellement sont prises sur une base de santé publique. Quand ça fait pratiquement 2 semaines qu'il n'y a pas eu de cas dans notre région, qu'il n'y en a pas dans les autres régions limitrophes et qu'on redémarre plusieurs activités, notamment toute l'industrie minière, la santé publique estime qu'on ne peut pas indéfiniment maintenir un territoire fermé. Ils vont réouvrir tranquillement des territoires, mais ce matin, on manifestait notre inquiétude parce que le territoire de Montréal est particulièrement touché en ce moment et le déconfinement de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, qui suit celui cette semaine, c'était les Laurentides. Oui. La semaine prochaine, ce sera l'Abitibi-Témiscamingue, mais la région montréalaise demeure sous une certaine mesure de confinement pour éviter que les cas répertoriés à Montréal se transfèrent dans d'autres régions. On appelle ça, c'est un endroit où c'est chaud, là, tu sais. Là, oui, la zone chaude. La zone chaude est à Montréal. C'est à Montréal. Exactement. Alors, la manière dont c'est reçu, les pétitions et tout ça, c'est envoyé évidemment à la santé publique, mais la santé publique, ce ne sont pas des mesures de pression sociale qui dictent ces décisions. Alors, on tenait à le partager. On a été informés. Nous, on pose les questions. C'est dans notre environnement. Ouais. On pose les questions et tout ce qui sert à prendre la décision est basé sur des données de santé publique. Ouais. Paul-Émile a expliqué c'était quoi une étude épidémiologique. On comprend de plus en plus, on comprend de plus en plus ce qu'est ce virus-là, ce que sont les problèmes qu'il entraîne, mais aussi on constate que pour ce virus-là, comme pour d'autres virus, on s'aperçoit des limites de nos connaissances. Exactement. Alors, la question que la santé publique se pose, c'est est-ce qu'on arrête de vivre si on ne connaît pas toutes les réponses ou si on reprend tranquillement en maintenant des mesures de distanciation sociale et de protection personnelle. Lavage de mains, éternuer dans le coude, etc., 2 mètres de distance. Ouais. On s'aperçoit que la santé publique avance pas à l'aveuglette, contrairement à certaines affirmations. La santé publique avance quand même sur des choses, des bases assez concrètes pour prendre ses décisions. Alors, on a posé la question, on a la réponse. Une autre question qu'on a posée porte sur les aînés. Oui. Il y a eu des interventions dans les derniers jours, dans la dernière semaine, sur des personnes aînées qui étaient sorties avec un accompagnateur pour faire l'épicerie. Et la personne aînée, à son retour chez elle, avait la surprise d'accueillir la Sûreté du Québec. Et ça, évidemment, la personne était totalement... traumatisée? Oui, c'est ça. Ça a été un stress pour elle. Ah oui. Et la santé publique et la Sûreté du Québec, qui était avec nous ce matin, rappellent que, quand on dit aux personnes aînées que de ne pas sortir, elles ne sont pas en prison. On les avise qu'elles sont particulièrement à risque, mais elles ne sont pas en prison. Donc, si elles veulent sortir, c'est à elles de gérer le risque. Et tant la santé publique que la Sûreté du Québec sont sur cette ligne-là. On n'empêchera pas les gens de sortir, on les informe que ce sont les personnes les plus à risque. Si elles décident de gérer le risque, c'est à elles de le faire. Bon. Et le point sera également fait par d'autres personnes dans le courant de la semaine. C'est important. Les bénévoles, les aidants naturels sont avisés de la situation. Ils peuvent aider la personne, l'aider à sortir, l'accompagner. Ils peuvent aussi aller la rencontrer, qu'elle ne soit pas isolée. C'est possible. Le seul endroit
Les seules conditions où c'est confiné, c'est les CHSLD, parce que c'est une mesure de protection de l'ensemble. Ils vivent des ensemble, personnes, ça fait que... Parce que ce sont toutes des personnes fragilisées. Exact. Et si la personne a reçu un ordre de confinement, et ça, c'est le médecin qui va le donner, si la personne présente les symptômes de la COVID-19, si elle a reçu un diagnostic confirmé d'atteinte de la COVID-19, elle reçoit un ordre de confinement. Bon. Et là, elle ne peut pas sortir. Bon, voilà. Là, elle sera surveillée. Sinon, c'est à la personne aînée de gérer son propre risque. Voilà. Alors, des personnes qui sont retournées de commerce parce qu'elles apparaissent être trop âgées, entre guillemets. On a vu ça dans certains commerces à la SAQ, entre autres. Non, les personnes aînées ne sont pas en prison, elles n'ont pas reçu un ordre de confinement. C'est une recommandation d'être particulièrement attentif et un avertissement qu'elles sont particulièrement à risque. Voilà. Des revendications qui ont porté fruit, ma chère? Oui, on a... c'est une très bonne nouvelle que la Ville MRC de Rouyn-Noranda a reçue en fin de semaine passée. La NAV Canada a annoncé qu'il maintenait le service de consultatif d'information de vol, le FSS, de nuit, dans le contexte de la COVID-19. On se souvient que NAV Canada avait menacé de fermer ces services-là. Ils invoquaient le peu de circulation aérienne de nuit et, c'était une situation de pandémie. La Ville MRC de Rouyn-Noranda est depuis plusieurs mois, voire une année complète, sur le dossier pour éviter de perdre ce service-là, qui est un service très précieux pour les aéroports de Rouyn et de Val-d'Or, pour les aéroports d'Amos, de Lassar, de Saint-Bruno-de-Guigue. C'est un service extrêmement précieux et les instrumentations qui proposent de mettre en remplacement des personnes et des services concrets sont pas efficaces. Les pilotes nous le disent. Alors, c'est une bonne nouvelle qu'a reçue la Ville de Rouyn-Noranda. Je vous rappelle que non seulement Rouyn-Noranda intervenait là-dessus, mais la conférence des préfets avait apporté son appui plein et entier à la Ville MRC de Rouyn-Noranda pour ce dossier-là. Encore une fois, gain de cause là-dessus. Alors, on va continuer de défendre les intérêts régionaux. Ça a été le cas pour les achats groupés, c'est le cas pour NAV Canada, c'est le cas quand on fait d'autres revendications. Et je parle d'une revendication qui est en ce moment sur la table, les pourvoiries, les hôteliers qui sont... Ils demandent des directives et ils sollicitent l'aide du gouvernement. Vous pouvez vous adresser au MRC, vous pouvez vous adresser à vos élus municipaux. Plusieurs l'ont fait et on vous remercie de nous parler. Ce qu'on fait, nous, on se fait un devoir de transmettre vos demandes, vos revendications, là où elles doivent être transmises. C'est à 2 endroits, le ministre ou la ministre concernée. Pour les pourvoiries, c'est le MERN et le tourisme. Et les hôteliers, c'est le tourisme. Et également à la santé publique. Toutes les décisions sont prises sur une base de santé publique depuis le 13 mars dernier. Alors, on transmet les informations aux endroits concernés. C'est le meilleur moyen de s'assurer que ça se rende. Et le canal est très... En région, avec la santé publique Abitibi-Témiscamingue, le canal est très clair. Les préfets et la santé publique et les demandes sont transmises et elles cheminent. Maintenant, Jean-Marc Léger, et tu me parles de tendance. Oui, en fait, je participais à un webinaire la semaine dernière et jeudi dernier. Et c'était vraiment intéressant. La firme de sondage Léger Marketing, depuis le début, on entend parler de COVID-19. Alors, on parle plutôt de janvier, sonde le terrain pour avoir l'opinion des gens. Et ce que nous rappelait Jean-Marc Léger en tout début de conférence, c'est nous, les sondeurs, on a des données à un moment précis. C'est une photo à un moment précis. Ce qui nous intéresse, c'est pas la donnée elle-même, c'est la tendance. À chaque semaine, est-ce que cette donnée-là se confirme? Est-ce que cette donnée-là s'affirme, se renforce? Alors lui, il nous parle des tendances qui vont émaner de toute la situation de pandémie liée à la COVID-19 qu'on a vécue. Ces tendances-là, il regroupe ça en 7 grandes tendances et ça va être le monde d'après-COVID. C'est la tendance ferme. La première des choses qu'il rappelle, c'est
au début, janvier, février, les jeunes étaient peu soucieux de la COVID. Vous voyez avec les jeunes, me dire, des fois, là... Lui voyait vraiment, selon les sondages qu'il effectuait, selon les prises de données, il voyait vraiment que plus les gens avançaient en âge, plus ils étaient préoccupés. Et on a vu le Spring Break aux États-Unis, la pause du printemps, où les jeunes avaient... Party! C'est ça, c'était le party. Et il dit, maintenant, avec la tendance, c'est pour ça que c'est important la tendance, c'est au contraire, les jeunes sont très, très préoccupés de la situation de la COVID. Ils se sentent très concernés et ils voient qu'ils sont dans la suite des choses. Alors, c'est intéressant. Mais dans les grandes tendances, première tendance, l'installation du numérique. Et là, on a critiqué, on a demandé, on revendique un réseau Internet haute vitesse de qualité. Qui a de l'allure, oui. Il dit que 18 % des Québécois ont utilisé pour la première fois Internet, et particulièrement de ce 18 % des gens qui n'avaient jamais touché à un iPad, à un ordinateur. Les personnes âgées, entre autres, j'imagine aussi. Exactement. Hein? 80 % avaient plus de 70 ans. Oui. Alors, c'est tout à fait... Le numérique est là pour s'installer, et 55 % des personnes interrogées ont dit qu'ils avaient multiplié le nombre d'applications qu'ils utilisaient. On utilise Internet souvent pour les courriels, pour le travail, pour le traitement. Mais là, c'était l'achat en ligne, FaceTime, les Skype, les Zoom, les réunions. Alors, plus de la moitié des personnes interrogées avaient multiplié le nombre d'applications. Ce qui fait dire à Jean-Marc Léger que la vie numérique est là, et elle est très bien ancrée dans toutes les sphères de la société et dans toutes les couches d'âge, dans toutes les tranches d'âge des utilisateurs. Mais la deuxième tendance, une autre tendance importante qui est associée aussi au numérique, c'est la mobilité. Ça ne se passera plus par un ordinateur à la maison ou au bureau, ça passe par les appareils mobiles, essentiellement les téléphones cellulaires. Alors, vous aurez compris qu'on a fait le bon choix quand on a choisi le projet Mobilaté à la MRC. On a appuyé ce projet-là, on intervient et on finance, en faible proportion, mais on finance le projet parce que la mobilité, c'est la voie de l'avenir, l'utilisation du téléphone cellulaire. Il rappelait que 70% des Québécois se lèvent, la première chose qu'ils font, c'est de prendre leur cellulaire. Et 75% des personnes se couchent, le dernier geste qu'ils posent, c'est de regarder s'il y a un message sur le mobile. Alors, tout passera par la mobilité, que ce soit les achats, que ce soit les contacts, même le travail va se passer par le téléphone mobile. Le télétravail est là pour rester. Et ça donne on le pense bien, on le voit bien. 79 % des gens interrogés, qu'ils soient employeurs ou employés, ont trouvé que c'était satisfaisant comme mode de travail, que le rendement était satisfaisant et qu'il y a un avantage, particulièrement ceux qui ont des longues distances à faire, pas tant des longues distances comme beaucoup de temps passé dans le trafic pour se rendre au bureau. Oui, on s'entend. Alors, les gens ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'avantages. Les bons employés sont plus performants dans le télétravail. Et ça représente 55 % du personnel. Les employés moyens sont moins performants, plus facilement dérangés, plus facilement... ils vont mettre plus de temps pour accomplir la même tâche. Alors, tout est question d'équilibre. Dorénavant, dans le télétravail, tout sera question de comment on génère les équilibres. Les besoins d'être ensemble dans un lieu de travail sur certains aspects du travail, sur certains dossiers à discuter, sur certaines tâches spécifiques qui doivent se faire en équipe, mais tout sera question d'équilibre. Alors, une troisième tendance. Quatrième tendance, la santé et l'alimentation, ça devient au cœur des dépenses des Québécois. Et là, la santé et l'alimentation, ça se transforme. Dans le cadre de la pandémie, les gens redécouvrent les plaisirs de cuisiner et redécouvrent aussi les éléments associés à la santé qui nous font du bien. Et assez curieusement, tous les produits de beauté
tous les produits santé-beauté sont, oui, en forte hausse. Tous les ingrédients de base, la farine, il y a eu des pénuries de farine, de levure avec une seule publication de Ricardo sur comment faire son pain à la maison. Tous les intérêts marqués pour les produits locaux. Et selon Jean-Marc Léger, les produits locaux, la difficulté sera de définir ce que c'est un produit local. Est-ce que c'est un produit qui a été fait ici, qui a été transformé en Chine et qui nous revient, c'est un produit local? Est-ce que c'est un produit comme les jus de pommes, par exemple, où les pommes viennent de la Chine, mais c'est la sonde qui fait le jus de pomme? Est-ce que c'est quoi un produit local? Alors, toute la difficulté, mais l'intérêt des consommateurs pour le produit local est de plus en plus grand. Mais santé et alimentation, c'est le cœur des dépenses. Pour les prochaines années, les gens ont constaté l'importance de ça. Ça ne veut pas dire la fin du fast-food, mais on va être de plus en plus exigeant sur les... Je pense que oui. Plus sélectif aussi. Plus sélectif sur l'alimentation minute. Panier bleu. Panier bleu et tout l'achat par Internet. Alors, ces produits-là vont gagner en popularité. La facilité de commander, mais la découverte de nouveaux produits va être rendue plus difficile par les paniers bleus et les découvertes par Internet. Alors, il va se développer des propositions parallèles pour faire la découverte. Un peu ce que nous propose la Foire gourmande à chaque année. De quelle façon on découvre les nouveaux produits. Mais le panier bleu et les mesures d'achat en ligne, ça va être en augmentation. Autre tendance, on n'achète plus au jour le jour. On achète en grande quantité. On l'a vu avec le papier de toilette, mais on va acheter plus, on va acheter de plus gros formats. Et un constat qui a été fait en France, c'est que l'épargne a triplé en France dans le cas dans un contexte de pandémie. Évidemment, on ne peut plus dépenser, on ne peut plus consommer, mais les gens constatent l'intérêt et l'importance de l'épargne. Ici, au Québec, la mesure est inégale, étant donné tout le soutien apporté par l'État, mais on va acheter de façon beaucoup plus réfléchie. Et dernière tendance, et non la moindre, une nouvelle confiance dans l'État. Tous les décideurs, les premiers ministres, les décideurs ont vu leur taux de confiance augmenter de façon très importante. Jamais on n'avait vu un premier ministre du Québec avoir 91 % d'appui. C'est ce qui est arrivé à François Legault. Justin Trudeau est parti de 40 %, de moins 40 % en janvier. Il est à 78 % en ce moment. Alors, la nouvelle confiance s'installe dans les décideurs et la confiance dans les interventions de l'État aussi devient plus grande. La solidarité, elle est très forte, particulièrement au Québec par rapport au reste du Canada. La solidarité par rapport à nos populations vulnérables, aux organismes environnementaux, aux organismes communautaires et environnementaux et tout ça, elle est plus grande. Attention, la solidarité s'essouffle vite. Si tout va bien, la solidarité s'estompe. Et grande préoccupation pour tout ce qui est environnement et changement climatique, c'est en hausse exponentielle. Alors, voilà les grandes tendances et c'est post-COVID qu'on va les voir arriver, qu'on va les voir s'installer de façon particulièrement importante. Et en terminant, une nouvelle de dernière minute que tu as eue tantôt? Oui, qui est rentrée pendant qu'on était en onde. J'ai eu une convocation pour participer à une rencontre avec la ministre du Tourisme. Alors, on va pouvoir porter votre message hôteliers et organisations touristiques et pourvoyeurs. On va se faire un devoir de le faire. Voilà. Merci beaucoup. À demain, Claire. Merci. À demain.